C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la fermeture de la cité universitaire de la plus grande faculté de Dakar. Une décision du gouvernement sénégalais après de violents affrontements survenus hier entre la police et des étudiants. Le bilan fait état d'un mort. Reportage de nos équipes sur place. Ces tirs nourris dans le centre de Conakry, en Guinée. Selon plusieurs témoins, ces tirs provenaient de l'enceinte de la prison centrale du pays. Des rafales qui ont provoqué la panique au sein de la population. Nous serons à Conakry dans ce journal. Et puis Madagascar, face au Mpox, le système de santé déjà fragilisé par les mouvements de grève doit faire face à ce virus qui s'est répandu sur la grande île. Depuis son apparition en décembre dernier, le bilan fait état de 245 cas selon un recensement officiel. La situation est tendue sur le campus de l'université Cheikh Anta Diop à Dakar. Hier, des affrontements entre étudiants et policiers ont fait un mort, un étudiant en médecine. Ce lundi, le gouvernement a ordonné la fermeture de la cité universitaire attachée à la faculté. Reportage d'Eli Mandao et Aminatou Diallo. Quitter l'université, c'est la résolution des étudiants ce mardi, au lendemain de la violente répression policière qui a coûté la vie à Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de médecine dentaire. Les pensionnaires de la plus grande université du Sénégal, 80 000 étudiants, sont toujours dans l'incompréhension. J'ai vu de mes propres yeux un de mes amis se faire tabasser violemment par les forces de l'ordre. C'est injuste. On n'a rien à dire, on n'a plus les mots. C'est décevant. On a consacré toute notre force pour qu'ils puissent accéder au pouvoir. Aujourd'hui, après leur accession au pouvoir, les autorités n'ont pas aujourd'hui le droit de nous torturer, n'ont pas le droit de nous massacrer. La mort d'Abdoulaye Ba a plongé tout un pays dans la consternation. Les Sénégalais se demandent surtout pourquoi les forces de l'ordre ont été autorisées à entrer dans le campus universitaire pour réprimer les étudiants. Face à la presse, le ministre de l'Intérieur a projeté des vidéos montrant des étudiants avec des armes blanches et des cocktails Molotov. Des renseignements précis montrant que certaines personnes allaient s'en prendre aux infrastructures du campus social et un début de destruction du restaurant Self a été opéré. Il faut bien qu'on s'entende. Sur le terrain, il y a eu des actes de violence qu'on a constatés de part et d'autre. Et des actes qu'on a vus émanant des forces de défense et de sécurité. En tant qu'autorité supérieure, c'est des actes que je ne peux pas cautionner. Cela fait de longs mois que les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sont en désaccord avec le ministère de l'Enseignement supérieur sur le système d'attribution des bourses. L'opposition fustige la passivité du gouvernement. La violence exercée sur les étudiants, dont le seul tort est de réclamer le paiement de leurs bourses pour espérer pouvoir étudier dans des conditions même minimale de réussite, cette violence est donc impardonnable. La colère des étudiants s'est également propagée dans d'autres universités publiques du pays. C'est le cas de l'université de Saint-Louis dans le nord ou encore l'université de Ziguinchor dans le sud. En Guinée, des tirs nourris ont retenti ce mardi au centre-ville de la capitale Conakry. Une situation qui a provoqué une vive panique au sein de la population. Selon plusieurs témoins, ces tirs provenaient de l'enceinte de la prison centrale du pays. La correspondance de Malik Diakité. Après plusieurs heures de tirs d'armes automatiques, le calme semble être revenu à Kaloum, le centre-ville de Conakry. Dans la matinée, des tirs ont retenti aux alentours de la prison centrale de Koronti, la plus grande prison de la capitale guinéenne où sont détenus des prisonniers, notamment des condamnés dans le cadre du procès du massacre du 28 septembre 2009. Aussitôt, l'accès au centre-ville de Kaloum a été bloqué à la circulation par les forces de l'ordre. Cette situation a sémé la panique parmi les riverains. Après plusieurs heures d'incertitude quant aux causes de ces tirs, les autorités guinéennes ont finalement réagi. Dans un communiqué, le ministère de la Justice évoque une opération de fouille menée au sein de la prison. Il affirme que cette opération a permis de saisir plusieurs objets, notamment des téléphones portables, mais aussi des armes blanches.
Le même communiqué accuse Aboubacar Toumba Diakité, ancien aide-de-camp de Moussa Dadis Camara, devenu très célèbre à la prison, de s'être opposé à une fouille et d'avoir, je cite, proféré des menaces à l'encontre des agents de sécurité, ce qui aurait créé une tension au sein de la prison. Condamné pour crime contre l'humanité dans le cadre du procès du massacre du 28 septembre 2009, Aboubacar Toumba Diakité a été finalement transféré, selon le ministère de la Justice, à la prison centrale de Koya, située à environ 50 km de Conakry. Ce énième déplacement diplomatique de Félix Tshisekedi. Après son voyage à Washington, le président congolais a achevé une visite en Angola. Au menu, le conflit qui déchire l'est de la République démocratique du Congo. Le président togolais Faure Gnassingbé, médiateur désigné par l'Union africaine, était présent aux côtés du président angolais João Lorenzo. Un communiqué final a été adopté par les 3 chefs d'État en vue de concrétiser les avancées diplomatiques sur le terrain. La correspondance à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. 2 points importants sont ressortis de cette rencontre. D'abord, l'Angola est mandatée pour engager des consultations avec toutes les parties congolaises concernées par le conflit. L'objectif, c'est d'aboutir à la tenue d'un dialogue national. Alors sur ce point, le président Tshisekedi a été clair. Le dialogue ne pourra se tenir que sur le sol congolais, conduit et organisé par les institutions de la République. Un point de blocage important pour l'opposition, dont une partie vit en exil à l'étranger et demande que ce dialogue soit conduit par les églises. Autre point important de cette rencontre de Luanda, les parties en conflit sont appelées à déclarer un cessez-le-feu qui entrera en vigueur à une date encore à convenir. Alors plusieurs cessez-le-feu ont déjà été décrétés sans résultat, mais cette fois, les autorités congolaises et l'AFC M23 se sont mises d'accord sur un mécanisme de vérification du cessez-le-feu. La MONUSCO a été appelée à jouer un rôle de soutien dans la surveillance du respect du cessez-le-feu. Alors la mission onusienne se dit prête dès maintenant à remplir ce rôle avec une phase initiale à Uvira. C'est un travail d'observation qui va progressivement se développer sur le terrain avec des capacités qui resteront limitées. Et ce que souhaite faire la MONUSCO, c'est commencer par, de manière graduelle, encore une fois, par des reconnaissances aériennes sur cette zone. Pour le faire, il faudra que nous ayons toutes les garanties de sécurité de la part des acteurs sur le terrain pour que nos hélicoptères et nos personnels puissent se déplacer sans danger. La MONUSCO ne donne pour l'instant aucun calendrier. La mission onusienne rappelle qu'elle n'a pas les leviers nécessaires pour pousser l'AFC M23, le Rwanda et les autorités congolaises à respecter leurs engagements pris à Washington et Doha. Elle appelle à une intensification des efforts diplomatiques pour aboutir à des résultats concrets sur le terrain. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, le chef de la diplomatie kenyane a annoncé une visite à Moscou en mars, un voyage pour tenter de dénouer l'affaire des Kenyans enrôlés de force par l'armée russe, victimes de réseaux de recrutement. Un grand nombre d'entre eux sont morts. Les familles réclament toujours les corps de leurs proches pour les inhumer. Et puis le président sud-africain Cyril Ramaphosa est lui aussi préoccupé par le sort de centaines de Sud-Africains recrutés de force pour combattre aux côtés des Russes en Ukraine. Il dit avoir évoqué ce mardi leur rapatriement avec son homologue russe Vladimir Poutine lors d'un appel téléphonique. Le gouvernement du Zimbabwe a approuvé ce mardi un vaste projet de réforme constitutionnelle. Il doit prolonger le mandat du président de 2 années. Ce projet a été présenté ce mardi en Conseil des ministres. La réforme prévoit également l'élection du président par le Parlement au lieu du suffrage universel direct. Au Nigeria, des villageois s'organisent pour ramener la paix dans leur localité. Certains d'entre eux se sont mobilisés pour faire accepter une trêve aux groupes armés locaux. Une trêve qui n'a pas tenu longtemps. Laurent Verstécher. Ils se sentaient abandonnés par le gouvernement et ont décidé de traiter directement avec leurs agresseurs pour mettre fin aux violences. Mais 6 mois après la signature d'une trêve entre les autorités du village de Douma, au nord du Nigeria, et un groupe armé local, une nouvelle attaque a fait voler en éclats le fragile accord de paix. Nous sommes épuisés par cette violence. Ils terrorisent notre communauté, ils nous empêchent de cultiver nos terres.
alors qu'on ne leur a rien fait. Face aux violences liées au banditisme et aux querelles entre éleveurs et agriculteurs, de plus en plus de communautés du nord du Nigeria décident de prendre elles-mêmes les choses en main. Ces dernières années, une quinzaine de villages ont signé des accords de paix avec des groupes armés, sans réelle garantie de sécurité ni soutien du gouvernement. On ne peut pas avoir d'accord de paix si ces groupes conservent leurs armes. C'est une erreur d'entamer ce genre de négociations sans exiger un désarmement préalable. Des accords fragiles, souvent bafoués, et qui peuvent même se montrer contre-productifs selon certains Nigérians. Cela ne les empêche pas de mener ces attaques. Et s'ils arrêtent d'attaquer telle communauté suite à un accord, ils iront en attaquer une autre, jusqu'à ce qu'ils paient aussi. C'est comme si on récompensait ces comportements. Le mois dernier, le ministre de la Défense nigérian fustigeait également les négociations entre villages et groupes armés et dénonçait une atteinte à la sécurité nationale. Madagascar fait désormais partie des 93 pays dans le monde touchés par le mpox, cette maladie contagieuse. Sur la grande île, le bilan s'alourdit rapidement. 245 cas ont été officiellement recensés depuis l'apparition du virus en décembre dernier. Le mpox vient bouleverser un système de santé déjà fragile. Reportage de Gaël Borgia et Aurélie Couman. Dans cet hôpital public, une tente de triage fournie par l'Organisation mondiale de la santé. Un dispositif mis en place depuis l'arrivée à Madagascar du mpox, anciennement appelé variole du singe. Un virus hautement contagieux apparu à Madagascar en décembre dernier. Cette petite fille couverte de boutons vient d'arriver. C'est un cas suspect et on doit l'isoler. Tiens, bonjour, salam. Une dizaine de cas confirmés sont isolés dans ce centre, parmi eux Étienne, 45 ans. Le virus provoque généralement fièvre, maux de tête et lésions cutanées, soignées par des traitements classiques. Alors, ça va mieux aujourd'hui ? Tant mieux. La souche du virus présente à Madagascar se transmet par contact rapproché, notamment lors de rapports sexuels. Une fois guéri, Étienne ne pourra pas avoir de relations intimes durant 3 mois, en raison de la persistance du virus dans le sperme. Ça fait très mal, ça crée des frissons dans tout le corps. Depuis que j'ai été admis à l'hôpital, je pense que j'ai déjà dépensé 60 €. C'est beaucoup de dépenses. Une partie des médicaments à la charge des malades, vaccins encore inaccessibles, une plateforme de professionnels de santé dénonce un secteur délaissé par les pouvoirs publics. L'Union des internes refuse de soigner des malades contagieux sans l'indemnité de risque, qui s'élève à 40 € par mois. Nous n'avons aucune assurance, aucune prise en charge médicale, aucune indemnité de risque. Nous, les internes, payons de notre poche pour nos protections, comme les masques et les cache-bouches, les calots et les surchaussures. Le budget 2026 alloué à la santé publique à Madagascar est de 171 millions d'euros, ce qui représente moins de 5% de la totalité des dépenses publiques. Pourtant, en 2001, les États africains s'étaient engagés à consacrer au moins 15% de leur budget à la santé. La 6e édition du Festival international des cultures sahariennes à M'Djaras, dans le nord-est tchadien. Une manifestation culturelle qui rassemble plusieurs dizaines de groupes ethniques venus exposer leur art traditionnel, poésie mauritanienne, chant touareg du nord nigérien ou encore danse zarawa de l'est tchadien. Le festival doit continuer dans plusieurs localités sur les lieux de trésors naturels et historiques de la région d'Enedi. Il s'achèvera le 13 février prochain. Voilà, on va se quitter sur ces images. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Pour comprendre le monde, il faut vivre au cœur des événements. De Jakarta à Beyrouth, en passant par Kinshasa, Kiev ou Washington. Les correspondants de France 24 sont partout. 200 correspondants qui habitent près de chez vous. Leur mission, vous informer partout dans le monde et à toute heure de la journée. Une information objective, sérieuse, fiable, indépendante. Des faits vérifiés, des fake news démasqués.
France 24, on est ici, on est là. Et là, pour vous informer.